Bon matin à tout le monde. Je voulais dire mesdames et messieurs, mais je pense que c'est principalement messieurs, madame. Euh, J'espère que tout le monde va bien. Je me rends compte que, bienvenue au spectacle Juste pour rire, de la discussion de l'après-math de VMware puis Broadcom. Écoutez, ça dit que je sais, moi qui est entre vous et le lunch, et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas faire, comme vous voyez bien. Donc, ce que je vais faire, c'est je fais une présentation d'à peu près 30 minutes. Je vous donne du temps pour que vous soyez libre pour le lunch et je reste ici pour continuer à discuter avec ceux qui veulent discuter. Est-ce que ça vous convient? Excellent. Et j'espère que pendant que je présente, vous n'allez pas faire comme mes nièces et neveux. Quand je leur parle, ils regardent leur téléphone, ils sont sur TikTok sans arrêt. Mais si oui, c'est le cas. Donc, je me présente. Je suis Marc Nakat. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, spécialiste de produits chez Cisco depuis 2010 maintenant. J'étais auparavant dans ma carrière côté client. Donc, j'ai hébergé, en fait, j'ai déployé une des premières versions de VMware qui s'appelait GSX. Ça, c'est quand ça avait commencé pour faire des projets de DR et répliquer nos infras de Montréal à New York. Ça, c'était quand j'étais dans le domaine pharmaceutique. Anyway, ça fait à peu près facilement 15, 20 ans que VMware a évolué comme plateforme et c'est gros. J'aimerais savoir qui, dans l'environnement ici, n'a pas VMware dans son layout. Il n'y a pas une main qui s'est levée. OK. Fait que vous voyez l'ampleur de ce qui est arrivé, c'est quand même assez gros. Donc, ce que je vais faire, c'est juste brièvement pour ceux qui vivent under rock ou ne sont pas au courant, faire un petit recap au niveau qu'est-ce qui est arrivé avec l'affaire de VMware puis Broadcom. Et on va parler un peu de ces quelques alternatives. Et en fait, je vais faire référence à Gartner aussi. Qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils ont conseillé à des clients. Puis après ça, je vous parle comment on peut vous aider, en fait, quelques innovations qu'on a côté Cisco qui vous offrent pas mal de flexibilité. Donc, sans plus commencer, comme vous savez, ils ont naturellement changé le modèle d'affaires complètement, puis ils ont passé à souscription seulement. Fait que il y a plus, c'est soit tu es supporté sur la plateforme et tu payes la souscription, ou tu restes non supporté et tu roules avec tes licences puis à tes propres risques et périls. Naturellement, ils ont aussi vendu le VDI à une autre compagnie. Puis maintenant, son roadmap à ce produit est encore en développement. Puis, on s'entend, ils sont rendus à du core-based licensing. Puis, c'est 16 cœurs minimum par socket. Où est-ce que vous avez comme point de départ pour les licences. Et naturellement, il y avait une liste de produits à la carte que VMware offrait, qui est maintenant rendu potentiellement 4 bundles. Un qu'ils essaient de ne pas positionner, qui est vraiment de base, et presque tous les autres viennent avec vCloud Foundation, puis avec aussi la microsegmentation, ainsi de suite. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait du VDI sur VMware dans la salle? Quelques-uns, c'est... OK. Donc, et naturellement, ils veulent seulement focuser sur leur plus large client, VMware, puis les autres, bof, on s'en fout. Puis si on regarde, si l'historique de ce que Broadcom avait fait, si on regarde avec Symantec, puis avec... quel autre produit ils avaient acheté? Non. CA, exactement. Ce sont deux intégrations qui sont faites exactement un peu de la même façon. Donc, je ne pense pas qu'ils vont trop reculer en arrière par rapport à ce qui est arrivé. Donc, et naturellement, ils ont aussi décertifié tous les partenaires et on repartait à zéro. Fait qu'on est encore en train de renégocier, nous, Cisco, comme OEM, parce que naturellement, si on gardait nos ententes initiales, on était plus compétitif que Broadcom. Donc, reset, tout le monde out, et là, on recommence à renégocier. Qui d'entre vous est en train de renégocier présentement son parc VMware? Quelques-uns. OK. Donc, qu'est-ce que ça fait essentiellement comme impact sur beaucoup d'environnements? On s'entend. Enfin, j'ai reçu des courriels. Ils disent dans le marché que c'est 3 à 4 fois d'augmentation de prix par rapport aux licences existantes. J'ai déjà vu, puis ça dépend beaucoup de qu'est-ce que vous aviez comme licence au point de départ. Pour les plus gros clients qui avaient le parc au complet de VMware, c'est pas mal. J'espère que c'est pas quelqu'un de VMware qui prend des photos en avant. Merci.
Donc, c'est 3 à 4 fois. En fait, c'est ça. Les gros clients avaient 3 à 4 fois à peu près d'impact sur les licences, mais les plus petits clients, puis certaines universités, on parle de 10x d'impact en allant à ce modèle-là. Donc, c'est assez choquant. Donc, présentement, je pense que la majorité des clients veulent dérisquer les organisations, puis regardent à s'en aller. Naturellement, c'est pas facile de s'en aller. Ça fait des années qu'on a mis ces technologies en place. Tout est supporté sur VMware. Nos opérations sont bâties autour de ça. Notre skill set. Donc, ce n'est pas nécessairement évident. Donc, ça va prendre du temps, mais la majorité des organisations regardent maintenant. En fait, c'est le temps de regarder de nouveau les applications, faire l'inventaire et commencer à démystifier tout ça. Et on va parler un peu des options qui se présentent à vous. Donc, il va falloir que vous renouvelez avec VMware, mais je pense que beaucoup de clients vont renouveler une fois. Puis après ça, ça va être une décroissance de ce parc-là, puis en essayant d'explorer des alternatives. Et, par contre, bonne chose, c'est que ça a redonné beaucoup de vie à d'autres solutions sur le marché. Il y a d'autres hyperviseurs qui sont en train d'émerger. Donc, le landscape va changer à cause de ça dans les peut-être 12 à 24 prochains mois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça offre une opportunité aussi de remoderniser votre infra et de faire en sorte que vous êtes plus agile et vous faites un reassessment de où est-ce qu'on va rouler, quel workload, ou qu'est-ce qu'on va convertir. Quand ça s'est arrivé, c'est quoi un peu l'impact sur le marché? En fait, la réaction du marché. Moi, je suis abonné, en fait, mon Google Feed me pousse les choses d'intérêt, puis je vous jure que ce sont tous des liens que je recevais, que j'ai sauvés dans Pocket, et là, je suis en train de ressortir pour vous. Dans la présentation, vous allez avoir tous les liens qui sont sortis par rapport à ça. Donc, quelques-uns qui sont d'intérêt ici, c'est le deuxième du milieu que j'aime beaucoup, ça dit « Broadcom is making shareholders rich, rivals happy, and VMware partners bitter ». Tout d'une shot. Une autre réaction, c'est qu'est-ce que je voulais... OK, Ripple, vSAN, ça continue et vous voyez qu'il y a eu beaucoup de disruptions dans le marché. Une que j'aime, c'est Broadcom execs say VMware price subscription complaints are unwarranted. Donc, selon eux, c'est quelque chose qui est normal. Il y a aussi quelque chose que j'avais lu. VMware a dit à un partenaire qui est en train de négocier pour une compagnie à but non lucratif, VMware is not for everybody. Donc, c'est ce que c'est. OK? Maintenant, où est-ce que les clients sont en train de s'en aller? Et je pense que j'aimerais prendre quelques secondes, puis on va parler de vous si vous êtes dans ce panneau-là. Je ne prendrai pas crédit pour cette slide-là. Je l'ai prise d'une présentation de Gartner puis qu'ils ont faite à quelques clients. Donc, ils disent que ce sont les options qui se positionnent à vous à pas mal de clients. 20% seulement vont rester sur VMware. Puis ensuite, il y en a une grosse majorité qui vont changer d'hyperviseur, qui regardent d'autres hyperviseurs. Lesquels d'entre vous sont en train d'évaluer d'autres hyperviseurs présentement? All right. Qui est en train de regarder cloud complètement? Comme un lift and shift? OK. Qui regarde les containers? Ah, pas vous, monsieur. Pas beaucoup de personnes. Bon, c'est ça. Donc, essentiellement, il y a Hyper-V qui se positionne comme un bon hyperviseur. En fait, comme hyperviseur, même si VMware, je ne sais pas si vous savez, mais VMware a gagné le marché de l'hyperviseur il y a longtemps. Puis, tu sais, dans le Magic Quadrant, c'était juste eux. Mais en arrière d'eux, ça reste Hyper-V. Donc, naturellement, Hyper-V est encore vivant. Mais on peut aussi rouler Azure Stack HCI, qui est l'hyperconvergé de Microsoft on-prem. Et naturellement, il y a une belle opportunité. En fait, Nutanix et nos partenaires sont à côté, qui ont un parc pas mal équivalent à ce que VMware peut offrir, en fait, plus élégant dans certaines façons. Selon Gartner, qui disent « closest match to VMware features, closest in price too ». Moi, je dirais que oui, parce qu'on a déjà aidé quelques partenaires à convertir des licences de VMware à Nutanix, et ces clients-là sont contents du saving, et ils sont contents de la plateforme, ils sont contents de la flexibilité aussi de pouvoir avoir la même licence et rouler le workload n'importe où.
Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez, si vous voulez regarder avec nous, on est là pour vous aider, puis vous allez voir que c'est pas nécessairement la même chose en prix. Et naturellement, il y a une autre partie de clients qui vont regarder d'autres HCI distribués comme Azure Stack ou du Scale Computing. En fait, il y a pas mal d'options qui se retrouvent sur le marché. Donc, il y en a quelques-uns qui regardent à aller comme un stepping stone de VMware as a Service. Donc, essentiellement prendre des workloads, les migrer sur un cloud, mais pour pouvoir aller ailleurs. Ça sont les stepping stones. Puis ça, c'est des solutions qui sont coûteuses. En fait, qui vont coûter à peu près le même prix. Et naturellement, la majorité sont en train de regarder comment moderniser les applications, les infras. Pourquoi on parle de modernisation? Parce qu'une des choses qu'on peut faire, même si on va rester avec VMware, c'est minimiser le coût d'impact de licence qu'ils ont en allant... naturellement, on ne peut pas aller à moins de moins de cores que 16 par socket, mais dans le passé, on avait des CPU à 32 cœurs, 24 cœurs, 48 cœurs, puis on les mettait dans les serveurs parce qu'on s'en foutait, parce qu'on payait par socket. Puis on avait beaucoup de headroom. Et si on s'entend aujourd'hui, le bottleneck dans la plupart des environnements, c'est la mémoire, c'est pas le CPU. Donc, il y a des façons avec les 5e générations de Intel puis celles qui s'en viennent de vraiment faire une belle rationalisation, mettons, d'aller à single socket peut-être. On peut avoir beaucoup de mémoire adressable sur un serveur à 16 cores et rationaliser un peu les licences VMware. Et naturellement, on peut commencer à regarder les applications critiques et regarder à faire des migrations vers des containers natifs et se débarrasser complètement. L'affaire à réaliser, c'est que dans le passé, quand on roulait tous VMware, ça prenait dans nos infras une infra monolithique. Il fallait rouler seulement une seule application, VMware, tout devait rouler sur VMware. Ce que ça vient de faire, selon moi, ça vient en fait, legitimize ou vous dire que rouler des infras hybrides, c'est OK parce que je pense que c'est la façon qu'on va pouvoir transitionner, mettons, d'une plateforme vers une autre, c'est avoir une autre solution, un autre stack d'infra qui va prendre de l'ampleur, sur lequel on va pouvoir tester, valider et commencer à migrer nos workloads vers ce stack-là. Ça peut être un cloud, ça peut être un stack hyperconvergé compétitif, ça peut être une autre solution convergée avec un autre hyperviseur, puis ça peut être tout cela en même temps, et on va commencer à rebalancer nos charges de travail sur ces plateformes-là. Et celui qui devient un voleur plus tard dans l'équation, vous pouvez aussi les sortir. Dans le passé, on n'avait pas ce genre de réaction parce que c'était blindly VMware puis tout allait bien. Puis on s'entend, il y a quand même beaucoup de travail à faire pour sortir 100%. Pas beaucoup des applications, en fait, des appliances que vous avez dans l'environnement. Oubliez des applications, mais des appliances de sécurité, même téléphonie avec Cisco, ainsi de suite, sont supportées VMware seulement. Donc, ça va changer ce landscape-là. Ça va jusqu'à date? Pas trop endormi, j'espère? OK. Donc, puis je pense que la majorité... Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous qui ne se retrouve pas dans ces options-là? Levez la main. Vous avez un prix, si vous voulez, la main. OK. Donc... Et chez nous, mettons, si je vous disais, OK, indépendamment de où est-ce que vous êtes dans l'environnement, dans votre réflexion, mettons que vous dites, OK, on va faire du container. Sais-tu quoi, je vais rationaliser mon infra puis mettre quelque chose de plus moderne et consolider un peu plus VMware, ou je vais tester un autre hyperviseur, ou je vais faire du Red Hat OpenShift. OK? Si je vous disais qu'on a une plateforme pour vous qui vous permet de faire pas une ou l'autre, mais toutes en même temps, sur la même plateforme, hardware, et shifter votre configuration selon le besoin de cet hyperviseur-là ou de votre application sans avoir à rien toucher physiquement dans l'environnement. Est-ce que vous dites « ça m'intéresse » ? Oui? Non? Oui? OK. Donc, on a quelque chose pour vous. Ça fait longtemps qu'on le fait, mais c'est devenu encore plus intéressant, puis c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous aider avec ça? Une boîte vide. OK. La raison pourquoi je vous montre ça, c'est parce que c'est l'architecture qu'on a pris avec notre UCS, ou notre Unified Compute System, qui est vraiment
je veux dire, component une flux à l'intérieur pour pouvoir évoluer et changer les composantes sans avoir aucune legacy en arrière, comme des traces ou quelque chose. Donc, essentiellement, il n'y a pas de mid-plane dans le châssis et c'est fait pour rester en vie facilement 10, 12, 13, 15 ans, whatever. Notre châssis qu'on avait lancé en 2009, on vient d'annoncer. En fait, on n'a pas encore annoncé la fin de vie. On va l'annoncer maintenant parce qu'on commence à atteindre l'enveloppe thermique de ce que les processeurs peuvent nous offrir comme flexibilité. Par contre, avec cette architecture-là, et en voyant où est-ce que la technologie s'en va, ou avance, bien, naturellement, on est parti avec une autre plateforme et je vais vous montrer un peu quelles options s'offrent à nous avec ce genre d'architecture qui peut vous permettre de rouler n'importe quel workload et de convertir un workload entre l'autre et changer la personnalité de vos serveurs sans avoir à rien toucher. Donc, juste pour être un peu plus oublier les termes de marketing des cores, terabytes et tout ça, ça n'arrête pas de changer avec chaque génération de CPU, ainsi de suite. Par contre, une chose que j'aimerais highlighter là-dessus, c'est l'affaire qu'on dit Future Fabric Ready puis Compute Express Lane. Compute Express Lane, c'est comme, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, ça commence aussi à prendre de l'ampleur. C'est un standard d'industrie dans lequel toutes les compagnies font partie du bruit, incluant Cisco, Dell, HP, nous autres. Et ça vient ça va être un high-speed communication entre les composantes pour un serveur qui va être plus vite que PCIe. Ça va faire en sorte que ça va vous offrir, vous, comme client, beaucoup plus de flexibilité pour faire de la vraie composability d'infrastructure. Donc, attacher une composante à une autre, indépendamment de où est-ce qu'elle est. On est déjà là avec une version embryonnaire, mais cette plateforme va vous permettre de le faire de plus en plus. Donc, ce sont les specs un peu du châssis. J'aimerais pas trop passer du temps là-dessus pour parler de certains avantages. De toute façon, vous allez avoir les slides. Donc, essentiellement, on a un châssis de 7U qui est capable d'héberger jusqu'à 8 lames ou des lames et des GPU. Puis bientôt, ça va être des lames et des fentes de mémoire, des lames et des fentes de disque. Et on va pouvoir attacher n'importe quel serveur à n'importe quelle fente en logiciel sans avoir rien touché dans l'environnement. Naturellement, à part d'insérer la composante qu'on a besoin. Et naturellement, ça c'est branché aussi à votre réseau par des fabriques intelligentes qu'on appelle Integrated Fabric Module. On n'a pas, dans ces designs-là, je vais vous montrer un exemple client tantôt, on n'a pas à mettre des serveurs en place avec 8 cartes réseau parce que j'ai besoin de VMware pour ça, 2 cartes Fiber Channel, 2 GPU. Beaucoup de ça est fait avec du I/O. On a 200 gigs d'I/O par lame et on définit comment on veut que le serveur apparaisse. Puis il apparaît en logiciel, il est présenté de cette façon-là. Et quand on va vouloir changer d'architecture, on peut prendre la configuration du serveur qui est un objet XML ou REST API, le convertir, réappliquer la config et on vient de changer la config et la personnalité du serveur. Donc, et la façon qu'on va pouvoir faire ça, c'est pas avec les fabriques intelligentes, c'est avec la portion qu'on voit en bas qui s'appelle le X-Fabric Module. Aujourd'hui, parce que CXL est en train d'avancer dans le temps, X-Fabric, c'est une connexion qui se fait en PCI Gen 4. Donc, aujourd'hui, on est capable d'avoir des serveurs avec un format vertical et naturellement de lui donner aussi une fente de GPU. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas UCS, ça, c'est un des grands avantages qui a fait notre claim to fame. C'est vraiment une façon de simplifier complètement votre architecture physique parce que tu as une boîte, tu as 2 fils qui sortent de la boîte et à l'intérieur de ça, tu as tes serveurs qui sont capables d'avoir n'importe quelle configuration qu'ils ont besoin. Soit 8 cartes réseau, soit 8 cartes réseau et 2 Fiber Channel pour s'attacher à un SAN externe. Et toutes les politiques sont gérées en software. Comment qu'on fait ça? C'est avec cette fabrique unifiée, où est-ce qu'on a le fil qui sort à 400 gigs ou 100 gigs de la fabrique, puis à l'intérieur du serveur, tu as l'adapteur qui te donne 200 gigs d'I/O, et on est capable, naturellement, avec cette technologie, de définir logiquement, en logiciel, comment ces composantes vont apparaître dans le serveur. J'aimerais savoir, je reconnais quelques clients, est-ce qu'il y en a ici qui ne connaissent pas la plateforme UCS du tout? Non? Quand même.
c'est bon. L'autre, qui sont les clients UCS ici? Y en a-tu? Nice, OK, ben venez me voir, dites-moi comment vous n'êtes pas content, hein, ou qu'est-ce qui marche pas. Bon, naturellement, il y a aussi les server profiles. Donc, c'est ça que je vais vous montrer un peu, où est-ce que vous êtes capable de redéfinir, mettons, ça c'est un exemple de flexibilité ou d'agilité. Vous avez un serveur ESX, on reste encore avec ESX, mais là vous dites, OK, sais-tu quoi, je veux l'attacher, je veux lui donner des GPU. Puis tu avais des GPU dans un autre châssis avec une fente de serveur où est-ce qu'on a mis la GPU node. Fait qu'on veut déplacer, on veut donner ces GPU au serveur ESX. Ben, aujourd'hui, avec ce qu'on est capable de faire, on prend le service, on déplace les workloads, on prend le profil de service, on le déplace à la lame qui a les ressources, et puis la fente de GPU à côté, et tout à coup, votre serveur redémarre du même LUN de SAN, avec les mêmes personnalités, les mêmes configurations, le même nombre d'interfaces qu'il y avait, puis il a maintenant ses ressources de GPU de plus. Ça, c'est quelque chose qu'on fait avec UCS depuis toujours, mais avec le X-Series, c'est devenu maintenant plus facile de pouvoir attacher d'autres composantes matérielles au serveur. Et si on regarde où est-ce que Compute Express Lane s'en va dans le temps, je vais vous donner un petit exemple. Imaginez-vous maintenant que vous avez... aujourd'hui, il faut qu'il soit dans la même fente parce que c'est une connexion physique avec PCIe, mais quand CXL prend de l'ampleur, ben cette même plateforme va pouvoir attacher ce GPU indépendamment de quelle fente il est dans le même châssis ou dans un autre châssis. Donc, ça vous permet aussi de monter votre cooling ou vos salles et mettre les ressources qui ont besoin de la performance qu'ils ont besoin ou du power cooling qu'ils ont besoin, où est-ce qu'ils ont besoin d'aide. Ça, c'est aujourd'hui ce qu'on est capable de faire avec PCIe Node. Et je vais vous donner un petit exemple, excusez-moi. Avec XFabric, aujourd'hui, c'est les GPU seulement. Dans le futur, ça va être des modules de mémoire, des modules de serveur. Exemple, pour ceux qui ne me croient pas, ça sort de, je pense, le mois passé. 96 TB de RAM attaché à un serveur. Ça commence à être démontré sur des plateformes avec la prochaine génération de CPU Intel, en espérant qu'Intel va survivre. Je ne sais pas si vous suivez les nouvelles. Ils sont dans le trouble ces jours-ci, mais qu'il ne l'est pas. Bon. Donc, ça, c'est un exemple de CXL. Donc, vous pouvez imaginer maintenant que dans le futur, vous avez des lames où est-ce que vous avez 512 GB de RAM, mais vous avez besoin de monter à 3 TB pour ne pas avoir à ajouter d'autres serveurs parce que vous êtes memory constrained. Si tu montes une fente de mémoire et tu es capable de l'attacher en CXL à ton serveur, ça commence à être super intéressant. C'est bon pour ça? Donc, ça, c'est la portion XFabric. Maintenant, comment on gère tout ça? OK? On vous donne un GUI où est-ce que vous vous branchez à l'équipement directement? Peut-être, mais non. Est-ce qu'on vous offre une OVA puis on dit, ça, c'est votre console de gestion qui va se brancher à ça? Peut-être, mais non. Bon, comment on le fait? Bien là, on vous offre trois options. En fait, une option SaaS complète, où est-ce que vous allez sur un portail SaaS, comme iCloud, vous claimez votre device qui a été monté avec une adresse IP, et à partir de là, vous le gérez n'importe où est-ce qu'il est dans le monde. Et même quand vous changez cette plateforme-là, bien, la config n'a pas besoin de changer parce que vous avez déjà dans votre compte Intersite l'information. Et c'est une plateforme SaaS, donc vous n'avez pas à déployer de plateforme de gestion, vous n'avez pas à la patcher, vous n'avez pas à la mettre à jour. Puis chez Cisco, ça roule en mode DevOps, donc vous vous loguez, puis à chaque fois que vous vous loguez, vous voyez What's New et certains de vos features que vous faites apprendre. Et étant donné que c'est une plateforme connectée, parce que c'est en SaaS, on vous offre beaucoup plus d'autres avantages sur votre plateforme qu'on n'avait pas dans le passé. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, en passant avec cette plateforme, ça vous permet de faire naturellement le jour 0, mais aussi de voir après ça jour 1 et jour 2, donc essentiellement opérer et automatiser votre infra. Pourquoi automatiser? Parce que, I don't want to get ahead of myself, je vais vous montrer la slide. Et j'ai peut-être une portion aussi démo si on a le temps et vous n'avez pas trop faim. Donc, essentiellement avec le Day Zero, on déploie les équipements et en passant, étant donné que c'est
on peut les rouler aussi de façon simultanée. Donc, si vous avez découvert des équipements avec 6-8 serveurs, il n'y a rien qui empêche le workflow de dire, OK, je prends ce profil, je le déploie à C8. Donc, essentiellement, on est en train de configurer 8 serveurs en même temps. Rien qui empêche de faire ça si vous êtes en 2 DC séparés, parce que les devices sont claimés, on est capable de les gérer. Puis en passant, cette méthode de gestion pour nous n'est pas spécifique juste au serveur, à ce châssis-là. C'est la même chose pour nos pizza box, parce qu'on a des pizza box comme tout le monde, et un U, des 2 U. On est capable de les claimer de la même façon et de les gérer de la même façon. En fait, on est même capable de claimer les serveurs de la compétition dans Intersite, mais on n'est pas capable de les opérer de la même façon, mais vous allez au moins avoir l'inventaire global. Mais vous voyez l'idée de où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est très intéressant. En fait, tous nos clients sont attachés là-dessus maintenant, puis il y a beaucoup de la plateforme. Et si vous êtes craintif un peu au cloud et vous dites, tu sais quoi, moi, je veux pas que ce soit tout en SaaS, parce que j'ai ma métadonnée puis mon inventaire et tout ça qui roule là-dessus. J'aimerais une autre option. Il y en a 2 chez Cisco. On peut prendre cette option SaaS et vous la met connectée dans un OVA local. Donc, votre gestion devient locale sur ce OVA, mais la plateforme reste connectée à Internet et puis à Cisco pour offrir toutes les affaires de monitoring, alert, puis aussi les affaires de cycle de vie. Ou si vous dites encore, ça, c'est pas bon pour moi, je veux que ce soit complètement déconnecté d'Internet, bien là, naturellement, on l'a aussi en private appliance, qui n'a pas besoin d'Internet pour rouler toute l'infra. Par contre, étant donné qu'il n'y a plus d'Internet, on perd quelques features comme des matrices de compatibilité dynamiques, des security advisories dynamiques, parce que la plateforme n'est pas connectée sur Internet, et aussi le Connected TAC que je vais vous montrer, qui est comme interaction avec le TAC de façon automatique, où est-ce qu'on a tout simplement besoin de cliquer sur une pièce d'équipement, open TAC case, puis tout le tour est joué avec les TAC support, puis les fichiers de support qui s'en vont chez Cisco pour être analysés, ainsi que du Proactive RMA. Donc, et maintenant, si on veut aussi automatiser les applications, c'est dans le même, dans le même workflow, dans le même portail avec Intersite, où est-ce qu'on a tout le portfolio d'orchestration qui vous permet de draguer les éléments dans un workflow designer de cette façon, puis commencer à faire des automatisations. Puis en passant, ça, on claim aussi les tours de stockage dans Intersite, on claim aussi l'hyperviseur, on se connecte aussi à ServiceNow, puis après ça, on est capable de gérer ce genre de workflow en faisant du drag and drop. Mais on ne veut pas vous lock-in à ça. Donc, tout ce qui est Intersite est API en premier, GUI en deuxième. Donc, si vous avez du Ansible, du Terraform, du Python, n'importe quoi, vous avez n'importe quelle fonction dans Intersite, on peut aller cliquer, puis sortir son API, et vous pouvez aller jouer ça dans vos outils de gestion ou de provisioning comme vous voulez. Donc, ça, c'est à travers la plateforme Intersite puis l'orchestration. Et étant donné que la plateforme aussi est connectée, bien, on garde ces informations pour vous jusqu'à 2 ans. OK? Donc, si vous voulez retourner dans le temps pour avoir des métriques pour des serveurs ou des flows, des erreurs, des affaires de performance, on les a toutes. On prend, puis c'est en train d'évoluer de plus en plus. On a commencé récemment à prendre même de l'information sur les optiques qui sont branchées dans les équipements, que ce soit dans la switch ou dans le serveur. Je vais vous montrer quelques slides par rapport à ça, que vous voyez qu'on n'est pas menteur. Bon. Et c'est ça que je vous dis, on est capable aussi de se brancher à toutes les intégrations. Puis naturellement, si vous voulez déployer un stack applicatif, que ce soit des containers sur OpenShift, du VDI sur Nutanix ou du Nutanix pour hyperviseur ou une autre Oracle VM, vous n'avez pas besoin de prendre acheter l'infra puis la configurer puis commencer à tester chez vous. On a des recettes chez Cisco qui s'appellent des Cisco Validated Design, qui sont l'équivalent de 1000 heures en heure, whatever, de testing, validation avec ces partenaires-là, et on vous donne la recette au complet pour déployer le stack. On a au-dessus de... je ne connais pas l'inventaire, je sais qu'on a fait un récemment avec Pure pour FlashStack, on a fait le décompte, il y en a au-dessus de 56 avec eux, juste avec Pure. Et ça, ce ne sont pas des documents de marketing qui disaient roule ton workload de cette façon. Tu le regardes, c'est un document
qui a pris beaucoup, beaucoup de temps à gérer, créer, puis tester. Donc, ça veut dire que vous êtes worry-free si jamais vous voulez le déployer. Donc, ça, ce sont d'autres slides qui montrent les intégrations qu'on a avec les partenaires qu'on a. Puis ça que je vous disais qu'on est capable aussi d'intégrer d'autres third-party servers dans Intersight, mais pas pour faire d'autres choses que du basic monitoring à partir de KVM, leur KVM, ainsi de suite. Bref. Je voulais vous laisser avec une petite joke en passant. Je ne sais pas si vous avez vu, s'il vous plaît. Seulement une seule fois dans mon contenu, je vais mentionner le mot AI. Parce que tout le monde en parle, puis en parle trop. Puis, bon, ça reste le même stack. Oui, on en a. Puis là, j'aimerais vous faire une petite joke avec AI. J'étais en train de regarder les outils de GPT. Je ne sais pas si c'est ChatGPT ou Perplexity. Et je lui ai dit, écoutez, faites-moi une présentation. Faites-moi un texte qui montre, qui dit à mes clients comment je peux les aider avec VMware Broadcom. Il m'a pondu un texte. Et là, je lui ai dit, can you make it a bit more cheeky? Ça veut dire plus humoristique ou cynique, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il m'a pondu? Je vous laisse avec ça. Je vous jure, je l'ai. Lisez-le. Quand même impressionnant. OK? Bon. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, je vous avais promis, moi, la demi-heure, il est 11h30. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est brièvement Intersight. Puis, vous savez que toutes les démos live, en général, ça plante. Puis, on les évite, mais ça, c'est vraiment live. Je me log en temps réel. Et moi, j'ai plusieurs rôles dans Intersight parce que mes clients m'ont donné accès, parce que je les aide à déployer aussi. Je vais rentrer dans un environnement client. J'espère que vous n'avez pas le temps de lire c'est qui. OK. Bon. Voici un client qui roule la plateforme. Juste quelques petites choses que je vais vous montrer. Quand vous rentrez, vous avez Infra Services, mes dashboards, mes systèmes. On va commencer avec Dashboard. OK? Regardez. Premièrement, tout le monde parle aussi de sustainability, développement durable, ainsi de suite. On est capable de voir en temps réel toutes les consommations de mon châssis, de mes serveurs, de mes composantes à l'intérieur du serveur. Puis il y a beaucoup de features où on est capable de faire du zone-based cooling, ainsi de suite. On a aussi, ça c'est cool pour le power, mais en général, au Québec, on n'a pas vraiment d'enjeu de power. Par contre, étant donné que la plateforme est connectée, puis on collecte ça pendant 90 jours ou 2 ans, selon le licensing que vous avez, bon, on collecte aussi toutes les métriques sur la fabrique, en fait, la tête de gestion, puis les I/O qui s'en vont vers le LAN et vers le SAN, avec les top talkers, avec ainsi de suite. Ça, c'est sur les interconnects. En plus, on est capable de faire un drill down sur toute l'affaire des serveurs aussi, et les métriques des serveurs. Maintenant, je retourne à l'infra ici. Je vois mes serveurs. Bon, ça me donne un dashboard, un statut immédiat sur mes serveurs, lesquels sont healthy, on-off. Regardez ici, j'ai matrice de compatibilité. Plus besoin de downloader des PDF puis vérifier qu'est-ce qui est compatible, qu'est-ce qui est géré, si je suis supporté ou pas. Je peux directement aller sur une composante et regarder la matrice. Je vais vous la montrer dans quelques secondes. On voit aussi les équipements ici. On est capable de faire un mouse-over par-dessus le contrat de service et voir c'est quel niveau de service que j'ai, quand est-ce qu'il a commencé, quand est-ce qu'il expire, ainsi de suite. J'ouvre un case de support en faisant right-click, Open Tag Case. Le tour est joué, c'est parce que les logs sont faits. Maintenant, si je m'en vais sur une pièce d'équipement, je vais vous montrer quelque chose d'autre en premier. Je regarde un châssis. Ça, c'est les châssis du X-Series. Ça se montre un châssis dans lequel le client a 4 serveurs. C'est 4, 5, en tout cas. Ils sont là. Inventory, parfait. Ça montre les Fabric Modules, parfait. Il n'y a pas les X-Fabric Modules, il n'y en avait pas besoin. Les connexions, OK, ça c'est beau. La topologie, celle-là, je l'aime beaucoup. Là, ce que vous voyez ici,
c'est naturellement le châssis avec les connexions qui s'en vont vers la tête de gestion. C'est juste 2 câbles par côté. Tout ce que vous voyez ici, là, c'est à l'intérieur du châssis, ce sont des traces qui sont faites. Ce n'est pas des câbles ou des ports qu'on a besoin de gérer. On est capable aussi de voir les métriques, naturellement, de ce châssis-là. Maintenant, si je m'en vais et je regarde l'inventaire des serveurs là-dedans, OK, regardez-moi la beauté. Si je m'en vais ici, j'ai un serveur dans l'environnement. Je regarde l'inventaire du serveur, ça c'est beau. Ça me montre aussi comment il est configuré, Service Profile. C'est ça l'objet. C'est comme ça que j'ai décidé de le configurer et le déployer à cette pièce d'équipement. Ce sont toutes des policies qui sont gérées dans l'environnement. J'ai mon HCL qui est dynamique, qui est capable de vérifier qu'est-ce qui est listé, qu'est-ce qui n'est pas listé. Ça me montre la version de hardware, la version d'OS, et ainsi de suite, et le driver. Regardez la topologie du serveur. Ça me montre aussi le serveur, naturellement, qui monte avec ses traces. Les métriques de ce serveur-là, aujourd'hui, c'est le power, mais bientôt, on va avoir aussi toutes les métriques de I/O de ces interfaces-là des serveurs dans Intersight. Et pour vous, pas besoin de rentrer. Ça va tout simplement être apparent quand que ça va être GA. Et aussi, regardez, ça, c'est un serveur, une lame. Je ne sais pas si vous voyez. Ce serveur-là, il semble avoir 8 cartes réseau et 2 cartes SAN. OK? Le serveur ESX voit 8 cartes réseau pour ton 4 vSwitch peut-être, ou je ne sais pas trop. Ah, ça, c'est une chose que beaucoup de clients font aussi. Ils retournent vers une version plus basique de VMware. Malheureusement, tu sais, dans la version standard, on perd DVS. Fait qu'on retourne un peu vers des vSwitch, mais c'est quand même une option viable. OK? Par contre, si on s'en va vers des vSwitch, on n'a pas besoin, dans des environnements avec UCS, de rajouter des cartes physiques pour ces vSwitch-là. On les définit en logiciel, on les applique, le serveur va les avoir. Donc, ça, c'est comme ça que l'architecture a été montée, conçue depuis jour 1, en 2009, puis on continue avec ça. Maintenant, l'autre chose, étant donné que la plateforme est connectée, on a un mégaphone ici qui nous montre des security advisories. Donc, ça nous dit, OK, remote, je ne sais pas trop quoi, severity high. Je clique sur la vulnérabilité. Ça me décrit la vulnérabilité. Ça me montre les composantes affectées. Et ça me montre aussi le workaround. OK? C'est quand même intéressant. Celle-là ne semble pas avoir été adressée par le client. Je regarde ici, il semble avoir acknowledgé tout ça déjà. Tu vois, ce sont des advisories que la plateforme a détectées dans son système, tout simplement parce qu'on a l'inventaire, puis c'est monté. C'est quelque chose qu'on n'avait pas dans le passé. On est capable aussi de gérer les fins de vie des équipements à partir de la plateforme et les field notice. Je ne sais pas si vous savez, un field notice, c'est, mettons qu'on découvre qu'on avait une mauvaise batch de mémoire quelque part, puis on veut proactivement la remplacer chez nos clients. Dans le passé, on a envoyé un fichier, en fait une lettre avec un fichier Excel avec le numéro de série, puis le client devait aller fouiller dans son environnement où cette pièce d'équipement existait. Aujourd'hui, mettons que ça arriverait, le field notice va apparaître ici, ça va montrer, ça va highlighter la pièce d'équipement qu'on a besoin de changer, dans quel serveur, dans quelle fente, et vous allez recevoir la pièce de remplacement sans même avoir demandé. Puis c'est comme ça qu'on est capable de gérer ce genre d'infrastructure-là. Donc, on veut vous donner une plateforme moderne, simple, avec un peu, avec le Cloud Operating Model, mais pour avoir un stack infra on-site qui peut héberger n'importe quel workload et qui peut être converti d'un workload à un autre et évoluer avec vous pour essentiellement vous aider peut-être à sortir de VMware, minimiser vos effectifs VMware, regarder des alternatives comme Stack, tout sur la même plateforme, tout simplement en logiciel. Mesdames et messieurs, ça conclut ce que j'avais à vous présenter, mais moi, je reste ici si vous voulez en savoir plus. Sinon, merci beaucoup pour votre temps et bon appétit.